Et on commence avec les infos les plus chaudes de ta région sorties du four par l'horrifiante Laurence Méride. Laurence, mauvaise nouvelle pour les galériens. Trouver un abonnement premium à moins de 10 balles sur Internet, ça sera bientôt mission impossible. Netflix, Guiran, Disney+, Prime, Deezer, Spotify, Apple Music, ils augmentent tous leurs tarifs. Les plateformes de streaming vidéo et musical disent s'aligner sur l'inflation. Netflix a été le premier à dégainer. En août, l'offre basique est passée de 12 à 13,50 €. De nouvelles augmentations sont prévues l'année prochaine pour la plateforme. Et pour compenser, le site propose donc une offre avec pub depuis pas très longtemps, ce qui lui permet de rester le moins cher du marché quand même. Et aussi, ils ont pas mal d'abonnés. Oui. Ils ont même eu une recrudescence il n'y a pas si longtemps. Côté musique, Spotify est le dernier à suivre la marche. Ils ont fait des augmentations il n'y a pas longtemps. Donc on peut dire que c'est la fin des albums et des films pas chers. Alors c'est un constat qui a inspiré une super idée à deux concitoyens français. Tout à fait, deux frères, Anthony et Tom Chemali. Ils ont lancé une plateforme de co-abonnement. Elle permet à plusieurs personnes, surtout les étudiants, de se mettre en relation et de payer ensemble un abonnement. Si vous souscrivez seul à des abonnements Netflix, Spotify, Amazon Prime et mettons Disney+, ça vous revient à 575 € par an. Alors que si vous partagez vos abonnements, ça va vous donner un total de 145 €. Ce qui représente quand même plus de 400 € d'économie. Donc allez checker, le site web s'appelle Divi avec 2 i au milieu et 2 i à la fin. Les amis de Hess. Laurence, on continue avec un autre sujet. On peut savoir, on a un moyen maintenant de savoir si nos informations personnelles ont leaké sur Internet. Oui, j'ai découvert ça évidemment sur le site Numérama. Une liste avec plusieurs sites. La plateforme qui s'appelle F-Secure, c'est une entreprise en cybersécurité. Elle est pas mal parce que tu rentres ton adresse mail et tu découvres les fuites qui te concernent. Avec Asso Plattner Institute, j'avoue, je viens de découvrir tous ces sites. Vous aurez le rapport le plus complet et détaillé sur les fuites qui vous concernent. Et la dernière plateforme que j'ai trouvée intéressante sur les 5, c'est Cybernews, parce qu'elle vous donne des infos sur les fuites normales, mais en plus, si vous rentrez, en fait, vous avez la possibilité de rentrer votre nom sur un moteur de recherche qui vous dit si quelqu'un utilise votre image, votre photo de profil pour créer de faux profils sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tu peux voir si la personne elle utilise ta photo de profil pour créer de faux comptes. On peut pas contrôler les hackers, mais on peut au moins savoir ce qu'ils nous ont piraté. Mon Guiran, comment on fait pour passer une soirée sympa sans être obligé de faire semblant de s'amuser à une soirée déguisée ? Mais c'est quoi cette histoire ? Je vous propose deux listes des films et des séries à regarder pour Halloween si on a envie de se faire une soirée au pieu sans risquer d'être pris en photo à côté de quelqu'un déguisé en Kanye West et donc de passer pour un suprémaciste blanc sans le vouloir. Et donc c'est Numérama, évidemment nos amis de Numérama qui en plus des listes de hackers nous offrent du divertissement sympa et donc ils proposent des options pour toutes les plateformes. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment partager l'abonnement, tu en as parlé avec Divi. Et alors il y a des films, des séries qui sont plus ou moins dans la thématique du suspense et de l'horreur, mais pas que. On sent que chez Numérama ils se sont dit on va se faire plaisir, on va mettre des bons films. Sur Amazon Prime, il y a l'excellent Parasite, film coréen, Palme d'Or à Cannes en 2019, sur la famille qui complote pour prendre la place d'une autre plus riche. Il y a aussi Les Noces funèbres, un classique, Tim Burton, sur Netflix. Et toujours sur Netflix, il y a A Quiet Place, Sans un bruit. Bon, on va vous mettre les deux listes sur le replay sur le site de Move et en description sur le replay de YouTube qui arrive le soir, parce que Réseau est dispo en vidéo tous les soirs sur YouTube. Mais aujourd'hui, Guiran, depuis le confinement, il est possible de regarder tout ça sur Internet, mais pas seulement. Exactement. Avec la quarantaine, avec le Covid, on a eu sur Disney+ et Amazon notamment la possibilité de faire des watch parties. C'est-à-dire sélectionner un film, une série, inviter des gens, des potes, en sélectionnant leur profil, pour leur dire venez mater la même chose entre nous, entre copains, mais chacun chez soi. Mais Netflix vient de proposer une solution du même genre, sauf que là, ça se passe sur Discord. On rappelle que Discord, c'est un site où on peut créer des forums de discussion perso, on peut communiquer par message écrit, audio ou vidéo. Exactement. Aujourd'hui, c'est un site utilisé par plein de créateurs de contenu pour créer du lien dans leur communauté ou par des gens qui ont un intérêt commun. Il y a des groupes de discussion sur plein de sujets, les baskets, l'informatique, les films, il y a des échanges de bons plans, des choses comme ça. Et Netflix collabore avec Discord avec l'application Hey Netflix qui permet à celui qui gère un groupe Discord de créer une session Netflix avec tous les membres de sa communauté. Et ça peut créer aussi un chat écrit ou une chaîne de communication audio-vidéo pour mater des films avec sa commu
tout en discutant. Et je trouve que c'est assez malin de la part de Netflix de procéder comme ça. Mais quelle différence avec les watch parties au final? Parce qu'on dirait la même idée, mais en plus compliqué, parce que franchement, Discord, il y a un côté un peu difficile d'accès quand même. Bah justement, je pense que Disney et Amazon, c'est bien pour une config genre confinement ou relation à distance. Ton frère, ta soeur, ton pote, ton mec, ta meuf, vit loin de temps en temps. Oh bah tiens, on va se regarder un petit épisode de série ensemble, on va discuter. C'est mignon. Mais Netflix ouvre une porte, en réalité, non pas pour un usage personnel comme ça, mais pour les créateurs de contenu. Parce qu'en fait, je m'explique. Tu peux faire des lives, par exemple Twitch ou YouTube, en te disant bah tiens aujourd'hui on va regarder tel film et j'ai envie de le regarder avec ma communauté, mais je peux pas passer les images sur mon YouTube parce que ça va être démonétisé. Alors que là tu les passes pas, tout le monde regarde en même temps et en même temps tu peux suivre. Ça, c'est assez intéressant je trouve. Tu peux faire des OP, des avant-premières, genre on regarde le nouveau film de Fianso avec Fianso qui vient dans le Discord discuter de son rôle sur Netflix. Enfin, je pense que en fait Netflix là ils sont en train de surtout faire un outil pour faire du contenu additionnel et du contenu même qui pourra se faire monétiser par les créateurs. Là, je viens de me rendre compte qu'on est parti d'Halloween pour arriver au dernier film de Fianso. Tu parles plus d'Halloween là, ça c'est clair et net. Réseau, du lundi au vendredi. Toute l'actu d'Internet. Avec Guiran et Laurence. Il est là, certains l'appellent Vincent d'Internet, car son prénom c'est Vincent et son domaine de prédilection c'est Internet. Il est notre invité, mais pour aller plus loin que ces 2-3 faits sommaires, un portrait en creux a été réalisé par l'avant-centre de l'équipe de Réseau, la fulgurante Laurence Méride. Après des études à l'université de Cergy-Pontoise, il a travaillé 3 ans chez Slate, puis il quitte le Pure Player et devient rédacteur en freelance. Une période pendant laquelle il écrit YouTube derrière les écrans, ses artistes, ses héros, ses escrocs. Une enquête personnelle et fouillée sur les coulisses du réseau social et les personnes qui le font, les influenceurs. Personnels parce que ces influenceurs, Vincent les a vus grandir et se faire une place dans le monde des réseaux sociaux. Suivi par 13 000 abonnés sur Twitter, il a aussi sa propre chaîne sur Twitch. Mesdames et messieurs, Vincent Manilev est notre invité dans Réseau. Bonsoir. Ça va, je me suis pas trompée, Vincent, bonjour. Non, mais bonjour, merci de m'avoir invité. Non, c'est surtout la musique de fond. C'est pas la musique d'une émission criminelle? Un jour un destin. Ah non, un jour un destin, ça va. Est-ce que c'est criminel? Peut-être, ça je te laisse responsable de tes propos. Laurent Delahousse appréciera. Ah oui, non, je vois très bien, ok. Alors, Vincent, on t'a demandé de venir aujourd'hui et ça tombe bien, puisque il y a pour parler des influenceurs, et il y a une tribune publiée dans le journal du dimanche, qui, je le rappelle, appartient au groupe Lagardère, qui aujourd'hui appartient au groupe Bolloré, une tribune qui appelle à réguler le milieu de l'influence, et cette tribune, elle a été écrite par pas n'importe qui, Magali Berda, qui dénonce les réseaux sociaux qui peuvent être le théâtre de placement de produits toxiques. Magali Berda a fait ça. Elle-même accusée de recourir à des pratiques commerciales trompeuses. Alors, c'est un peu comme si Didier Deschamps venait à la télé en disant « Je comprends pas, il n'y a pas vraiment les meilleurs joueurs dans l'équipe de France. » Et là, mais quel est ton travail, Didier? Sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que là, on n'est pas arrivé à un moment où là, on peut dire que on vit un moment particulier, il y a un peu une crise dans le monde de l'influence. Ça a été quoi ta réaction en voyant que Magali Berda dénonçait les placements produits trompeurs? Bah, il y a quelque chose qu'on appelle le soufflement de nez. Bon, déjà, ça m'a permis de vérifier que j'étais vivant. Et en plus, j'ai vraiment soufflé du nez en lisant les 3 paragraphes de la tribune, parce que Magali Berda, elle représente aussi pas mal, via son entreprise, sa société, donc Shona Evans, qui permet à beaucoup d'influenceurs, notamment des stars de télé-réalité surtout, de gagner de l'argent en faisant des placements de produits. Et tout ça, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes dans le milieu, c'est-à-dire des problèmes de placement de produits faux, dangereux des fois, des contrefaçons, il y a du dropshipping, enfin il y a plein de choses qui se passent en lien direct avec les activités de son entreprise, et ce depuis des années. Et en fait, dernièrement, il y a eu une prise de conscience médiatique, on va dire, qui a entraîné malheureusement du harcèlement aussi. Et c'est-à-dire la prise de conscience du harcèlement envers elle. Oui, enfin non, il y a eu une prise de conscience médiatique, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes dans les médias, notamment parce que Booba, le rappeur Booba, a été un peu le porte-parole de ça, le
côté beaucoup moins positif de ça, c'est que ça a entraîné beaucoup de harcèlement parce que Booba, on connaît la personnalité du rappeur et ses agissements des fois en ligne. Ceci dit, voilà, Magali Berda, elle a une énorme responsabilité dans les problèmes liés au placement de produits. Donc la voir là d'un coup surgir et dire faut qu'on régule tout ça, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est audacieux quoi. Ouais, c'est ça. Pour toi, en fait, évidemment, l'État doit s'en mêler, doit y avoir une législation en fait autour de ça. Mais Magali Berda, elle est dans une position où elle peut aussi décider de comment ça va fonctionner et comment elle va choisir en fait les produits que ces influenceurs vont promouvoir dans leurs vidéos, typiquement. Elle a déjà dit dans une interview, si je me souviens bien, elle a déjà dit qu'elle essayait de vérifier, etc. Mais il suffit de regarder des fois les marques qui sont mises en valeur dans certaines stories Instagram ou Snapchat. C'est des marques qui sortent de nulle part, qui existent des fois depuis 2 mois, qui n'ont pas vraiment de fond, d'histoire, de produits vraiment établis, etc. C'est juste des gens qui d'un coup décident de lancer leur marque et de mettre beaucoup de budget sur des influenceurs et des influenceurs qui vont accepter de placer ce genre de produits, et notamment les influenceurs de télé-réalité, parce que eux, les marques, on va dire mainstream, ne veulent pas associer forcément leur image avec des gens de télé-réalité. Tu précises influenceurs de télé-réalité. Est-ce que la confusion et tout le problème autour de ça, il vient pas justement du terme influenceur ? Le terme influenceur, c'est un truc qui est vraiment fourre-tout dans le sens où ça peut désigner aussi bien un Cyprien qu'un Julien Tanti des Marseillais, que même votre cousin, votre cousine qui a 3000 abonnés et qui a déjà reçu des cadeaux parce que sur Instagram, cette personne a un peu de visibilité. Influenceur, maintenant, on parle même de nano-influenceurs. On est tous un peu influenceurs à notre échelle. Vous aussi, vous avez des abonnés sur Twitter, sur Instagram, ce genre de choses. On l'est tous un peu... Plus ou moins. À notre échelle, ouais. À 300, moi, je suis tranquille, tu vois. Vous recevez peut-être pas des offres de NordVPN pour faire de la promo de NordVPN, mais ce que je veux dire, c'est on l'est tous un petit peu, et ça crée des confusions parce que simplement, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne se rend pas compte derrière de tout le travail qu'il y a, et c'est un terme qui est marketing, qui permet d'englober tout un tas de choses, alors que la plupart maintenant, ils préfèrent le terme créateur de contenu, voire dans les agences, ils les appellent les talents, pour asseoir le fait qu'ils ont un talent. Ouais, toi, t'en ris. Pourquoi tu le dis en Non, riant ? mais parce qu'en fait, je trouve que c'est un réflexe un petit peu facile des fois de dire, pour réaffirmer leur position, leur dire qu'ils ont un talent. Oui, ils ont un talent, mais ils ont des talents très diversifiés, c'est-à-dire il y en a, ils vont être très talentueux pour mettre en avant leur vie personnelle, leurs fringues, d'autres parce qu'ils sont très bons en montage, très bons en vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un terme tellement englobant, mais il faut vraiment parler des sous-familles là-dessus. Il y a des gens qui font très bien leur travail sur les placements de produits, qui sont ultra carrés, ultra clean, et il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais il faut juste mettre de la nuance, et c'est parfois compliqué. Ouais, en fait, le truc, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un mot qui définit des gens, comme tu disais, c'est-à-dire de Kim Kardashian à notre cousin qui peut éventuellement faire une petite promo, même d'un commerçant local qui lui a filé des trucs pour en parler sur son compte. Alors, tu parlais de gens qui sont clean. Une de tes spécialités, c'est un truc que tu fais souvent et qui est assez magnifique, c'est que tu vas traquer les influenceurs qui n'affichent pas clairement que leurs vidéos font l'objet d'un partenariat sponsorisé. Laurence, tu as sélectionné des exemples. Est-ce que tu peux nous dire... Ah ouais. Non, mais est-ce que tu peux nous dire, on a sélectionné 2 débuts de vidéos, c'est Benjamin Verrecka et Mastu, pour ne pas les citer. Est-ce que tu peux nous dire si ça c'est des bonnes pratiques ou pas ? Une vidéo qui est en collaboration justement avec une application de rencontre qui s'appelle Pickable. Je vous explique tout ça dès que ce petit monde est arrivé. En partenariat avec NordVPN, on en parle dans quelques instants. Collaboration et partenariat. Alors, partenariat, c'est quand même un peu plus clair. Le mot idéal, à mon sens, c'est dire sponsorisé. Parce que pour le coup, c'est quand même... voilà. Dans un monde idéal, on devrait dire, je fais de la pub pour NordVPN, c'est eux qui me permettent de financer cette vidéo. Parce que voilà, la pub, le mot publicité, c'est le mot qui parle le plus. Parce que collaboration, des fois, ça peut être un peu flou, mais à mon sens, là, c'est quand même plutôt bien signalé, puisqu'en plus, ils le disent à l'oral, et je suppose qu'ils le disent en début de vidéo aussi. Donc... Pour le coup, ces 2 exemples me semblent corrects. Ouais, mais tu dis typiquement que collaboration, ça te paraît un peu flou. Est-ce que justement ces termes-là, qui sont pas... quand on n'utilise pas clairement publicité, est-ce que c'est pas une façon de flouer l'abonné ? Alors, il y a des recommandations, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP. La RCPP, je crois, ouais. Ouais, voilà. La RCPP, ouais. Qui a donné des recommandations, et eux, le terme sponsor, ils le recommandent vachement, ou sinon le terme en collaboration avec, parce qu'en
au-delà du fait qu'effectivement le terme pub c'est le plus reconnu, je pense que maintenant dans l'inconscient collectif, dire en collab avec, c'est un peu plus établi, ce genre de choses. Donc dans un monde idéal, effectivement, le mot sponsorisé c'est mieux, mais le mot collaboration c'est mieux que quelqu'un qui va dire cette vidéo a été rendue possible grâce à et nom de la marque. Ce qui arrive encore aujourd'hui. Et là, pour le coup, c'est un peu nul. Ouais, et toi, comment tu t'y prends pour les repérer, ces créateurs-là? C'est juste en regardant? Ouais, voilà, faut regarder le début de la vidéo. Sur YouTube, par exemple, souvent, il y a marqué « Inclus une communication commerciale ». C'est une case qu'on peut cocher avant de publier sa vidéo pour indiquer qu'il y a un partenariat. Faut regarder la description, sinon. Mais normalement, quelqu'un qui le fait bien, il le dit dès le début de la vidéo, il met cette petite case. Après, sur Instagram, des fois, c'est quand même assez marrant aussi. Il y en a qui cachent, ils mettent le mot « collab », mais ils le mettent des fois de la même couleur que le fond de la vidéo, et donc faut faire un arrêt sur image. Ça m'est déjà arrivé récemment avec Lena Situation, elle a mis hashtag collaboration, mais elle l'avait caché sans faire exprès, je suppose, j'espère, derrière son nom de compte. Donc il fallait mettre un arrêt sur image pour faire disparaître ces trucs-là et le voir. Et ça, cet arrêt sur image, je vous le dis, personne ne le fait à part Vincent Manilef. J'ai beaucoup de temps dans ma vie. Mais d'ailleurs, Vincent, quand tu le fais, quand tu vas signaler ou quoi que ce soit, tout à l'heure tu nous parlais de la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, est-ce qu'ils prennent les choses en main dans ces cas-là? Est-ce qu'ils font quelque chose, quoi? Ah non, moi j'ai aucun contact avec eux. Moi c'est plus un truc de, de veille personnelle et de un peu pédagogie autour de ça. Pour les abonnés. Voilà, pour les gens qui peuvent éventuellement me suivre, soit sur Twitter, soit en live sur Twitch. Après, la répression des fraudes, eux techniquement, ils ont plein de dossiers qui sont en cours, des enquêtes, mais ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que des placements de produits fallacieux, frauduleux, genre de choses, il en arrive toutes les semaines, mais ils n'ont pas assez d'équipe pour tout gérer. Ils ont fait un peu un coup d'éclat médiatique avec une amende qui avait été donnée à Nabila. Elle avait payé 20 000. C'était pas grand-chose par rapport à ce qu'elle avait gagné. Mais, pour une pub pour des crypto-monnaies. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un monde gigantesque. C'est comme ouvrir une porte et voir une plaine remplie de gens qui font des placements de produits qui sont pas toujours bien signalés ou frauduleux. Donc c'est compliqué. Et tu as dit le mot pédagogie. Pour toi, parce qu'on n'a pas attendu que Magali Berda se réveille pour savoir que le monde de l'influence et des réseaux sociaux devait être régulé, pour toi, c'est quoi la solution justement? C'est de faire de l'éducation aux médias? Bah oui, ça existe déjà dans les écoles, entre guillemets, il y a des moments dans l'année qui sont consacrés à l'éducation aux médias. Je pense qu'il faudrait établir comme à l'éducation civique, je sais pas si ça a évolué parce que ça fait longtemps que j'étais pas à l'école, mais de se dire, il faut 1 heure ou 2 par semaine, un créneau où on parle d'éducation aux médias, c'est-à-dire comment s'informer, parce que le problème des fake news, tout ça, il est encore énorme, et comment on gère sa vie en ligne, comment on gère sa consommation de contenu en ligne. Et donc pour aider les jeunes à dire il a envie de te vendre ce manga, mais en fait c'est aussi un partenariat avec tel éditeur, et il faut aider les jeunes à prendre du recul par rapport à ça, leur faire comprendre quelle mécanique, et leur faire comprendre aussi que les influenceurs sont pas leurs amis et qui sont pas là forcément pour toujours leur donner des bons plans, être là pour eux, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et puis je pense que de manière générale, les parents, en étant juste curieux, en parlant juste avec eux, en disant qui t'aime bien suivre sur YouTube, qui t'aime bien suivre sur Instagram, juste de regarder et d'en parler naturellement avec eux sans jugement. J'ai envie de dire, je trouve que c'est un bon réflexe à avoir aujourd'hui. Je vais là parler d'autres choses. Je voulais te parler du hashtag MeToo de Twitch. Tu t'es exprimé dans Mediapart sur la question notamment. Tu as fait aussi un Twitch dessus. Je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu es au courant de tout ce cyberharcèlement dont sont victimes les streameuses? En fait, les streameuses le racontent très bien elles-mêmes. Ça existe depuis le départ. En fait, déjà, de manière générale, hors Internet, à partir du moment où il y a eu des femmes et des hommes qui ont existé, la misogynie, le sexisme ont toujours été là. Du coup, un petit peu avant Twitch, quoi. Voilà, quelques années. Légèrement. Pour donner une frise chronologique. Ouais, exactement, tu fais bien. Et après, à partir du moment où il y a eu Internet, il y a toute une culture qui s'est mise en place, et aussi des outils qui ont permis directement et indirectement d'accentuer, d'accélérer les façons de harceler. Donc à partir du moment où les streameuses sont arrivées sur Twitch, ou sont arrivées en ligne, ça a été immédiat. En plus, quand on sait que c'est lié aussi à la culture de jeux vidéo, qui est une culture où il y a beaucoup de misogynie, de problèmes de sexisme encore aujourd'hui, on se souvient, il y a eu des grosses affaires, etc. À partir de là, c'est devenu quotidien. Donc c'est pas surprenant, ça a toujours été là. Et c'est ça aussi qu'il faut rappeler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de streameuses qui racontent aujourd'hui qu'elles sont juste épuisées
refusé d'être appelées par des médias pour parler que de ça et pas de ce qu'elles font au quotidien. Elles aimeraient juste vivre leur vie en ligne en fait et j'espère qu'elles y arriveront un jour quoi. Ouais, c'est clair. Mais pourquoi il y a un truc qui m'a une phrase qui m'avait vraiment surprise, enfin pas surprise, mais tu as dit clairement dans Mediapart, tu as dit que les gros streamers, ils faisaient l'autruche. Quelque part, ils participent à cette culture du sexisme. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils essaient pas de changer les choses aussi, puisque ce sont leurs collègues en fait. Donc finalement, ils travaillent avec elles tout le temps. Pourquoi ça se passe pas autrement ? À mon sens, il y a pas mal de choses et encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, etc. parce que tous les cas sont différents. Mais je pense qu'en fait, à partir du moment où les hommes sont beaucoup plus suivis et où il y a beaucoup d'hommes qui ont sur Twitch des comportements sexistes et misogynes, mais qui ont une audience, eh ben, ils vont être tolérés par le milieu parce que c'est des personnes importantes qui ont du pouvoir. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les milieux en fait. Il y a dans le cinéma, dans la musique, partout, dans les médias, il y a des gens qu'on a longtemps tolérés parce qu'ils étaient en position de pouvoir, en position d'amener de l'audience, de ramener de l'argent et donc ils ont été juste tolérés. On leur pardonner ce qu'on appelait pendant longtemps, je pense, des écarts ou ce genre de choses. Et on voit qu'il y a eu des prises de parole qui ont été faites là-dessus. Et Twitch, malheureusement, reproduit ça aussi sur Internet. Et il y en a qui sont au courant de méfaits, mais qui décident quand même, des fois, d'inviter aux Z-Event. On a vu qu'un événement caritatif, il y a des personnes qui avaient tenu des propos racistes, misogynes, qui avaient même été bannes de Twitch pendant un temps, qui ont quand même été invitées parce que c'est des personnes qui font du chiffre, qui font de l'audience et qui, dans le cadre du Z-Event, pouvaient ramener de l'argent. Et en interne, entre streamers, évidemment, ça crée beaucoup de débats, mais malheureusement, il y en a qui sont encore très visibles. Et d'ailleurs, il y a certains streamers qui commencent à parler de boycotter ou en tout cas de ne plus participer aux Z-Event. Est-ce que toi, tu sais si c'est lié à ce genre d'affaires ou si c'est autre chose ? Alors, il y a eu des soucis cette année parce que ils avaient décidé de soutenir une association liée à l'écologie, mais il y avait des polémiques autour de cette association. Donc ils ont changé, ils ont rechangé. Il y a eu 4 ou 5. Ouais, voilà, il y a eu plein de choses. Mais il y avait déjà un peu ce souci-là, des gens qui avaient décidé d'arrêter de le faire. En fait, c'est plus lié à la formule du Z-Event, à mon sens. Et là, c'était la dernière fois qu'ils faisaient la formule sous cette forme-là. Et l'année prochaine, ils vont revenir sous une autre forme. Donc, je pense qu'il faudra surtout attendre ça. Je pense que c'est plus via des émissions comme Popcorn, qui est une grosse émission Twitch, où il faudra voir comment ils vont traiter le sujet demain soir, logiquement, parce que Sardoche, qui a été un streamer mis en cause, il a été vachement impliqué dans l'écosystème Popcorn, moins ces derniers temps, mais quand même. Et il faut voir aussi comment l'émission va en parler, comment ils vont décider d'adapter des fois peut-être leurs invités, d'être plus à l'écoute des témoignages qui sortent. C'est là que ça va se jouer à mon sens. Surtout que là, en plus, en ce moment même, Sardoche est mis en cause pour des trucs. Exactement. En ce moment même sur Twitter. Donc Sardoche qui est un streamer qui lui-même l'a dit puisqu'il a fait... un long message en disant que lui il venait d'une culture très incel, 4chan, bon je sais pas exactement ce qu'il en est, c'est des choses qui se passent, mais c'est vrai qu'il faut voir aussi comment est-ce que les gens qui travaillent avec ces gens-là vont aborder ces questions-là, quoi. C'est super important et je vous conseillerais vraiment d'aller lire. Il y a une streameuse qui s'appelle Nathalie, en 2 mots, Ali. Elle a fait tout un thread sur comment on peut essayer de faire bouger les choses à notre échelle. Donc c'est des fois en arrêtant de fréquenter ou d'inviter certaines personnalités, ce genre de choses. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites de manière concrète et notamment de la part des personnes qui sont en position de pouvoir sur Twitch et les gros streamers en particulier. Tu penses quoi du fait que Amine Mathieu ait consulté les streameuses et que finalement il ait décidé d'en inviter aucune au match France-Espagne? Parce qu'il avait peur qu'elle se prenne justement du en fait, c'est un harcèlement. peu... En fait, c'est un sujet il y a plusieurs aspects parce qu'il y a aussi parmi les personnes sélectionnées notamment un streamer qui est accusé de misogynie, de sexisme et qui a été pris, qui n'a pas été désigné explicitement. C'est pour ça que je ne vais pas non plus le citer moi. Mais il y a aussi ce problème-là effectivement. Mais c'est prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire parce qu'il y a un problème de toxicité, on va éviter d'inviter on les invisibilise. On les invite pas. Alors ce qu'il faudrait, c'est continuer à faire de la pédagogie, d'avoir zéro tolérance avec les dérives des fois dans le chat, ce genre de choses. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller plutôt que de dire si j'invite des femmes, elles vont prendre cher, donc on les invite pas. Après, moi je me permets, je le connais un peu Amine, mais je me permets, je pense que si il le fait et qu'elle se prenne des trucs, c'est lui qui se prend, et s'il le fait pas, on lui dit ça aussi. Donc je pense que de toute façon, et que je sais pas s'il a lui les armes
aujourd'hui pour pouvoir justement faire ce truc parce qu'ils travaillent seuls. Et aussi, est-ce que c'est pas aussi aux équipes de Twitch? Ah oui, mais Twitch, Twitch France notamment, ils sont vachement l'autruche, ils font pas mal l'autruche quand même, on les entend pas du tout sur ces sujets-là. Et c'est Move qui a sorti l'information. Il y a une plainte qui a été déposée contre un ancien membre de Twitch France ou actuel, modérateur, qui a posé des gros soucis. Donc ça montre qu'au sein même de Twitch France, il y a quand même potentiellement des problèmes d'abus. Donc voilà, eux aussi devraient se positionner, mais je pense que chaque streamer à son échelle a un pouvoir et peut faire quelque chose. Bien sûr, mais ça devient plus difficile de mettre en cause quand la plateforme elle-même en plus se retrouve dans des affaires, quoi. Mais c'est un truc collectif, c'est un effort collectif à faire, et je pense qu'il faut juste continuer à écouter, continuer à discuter et pas faire en sorte que ces sujets meurent comme n'importe quelle polémique sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Réseau. Sache que maintenant t'es le bienvenu. Absolument. Merci. Est-ce que tu peux donner, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes plateformes? Twitter, Vincent MNV. Ok. Et sur Twitch, Vincent d'Internet, parce que moi j'aime bien avoir des pseudos différents, c'est la mauvaise chose à faire, mais voilà. Eh ben, Super, écoutez, faites attention, regardez bien et ne prenez pas tout ce que vous voyez sur Internet pour argent comptant. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.